J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons parlé tout à l'heure de cette dimension un peu troublante, intrigante, inquiétante pour certains. Certains peuvent s'en inquiéter vraiment légitimement. De ce nouveau décret présidentiel signé par Abdelmajid Tebboune le 27 juin 2024. Il s'agit du décret présidentiel numéro 24-218 qui fixe les conditions et les modalités de placement des personnels militaires de carrière et contractuels en position de détachement auprès des administrations civiles et publiques. En clair, c'est un décret qui permet à des responsables, à des militaires en fonction, à des dirigeants militaires, donc des généraux, des colonels, des généraux-majors, de tout grade confondu, d'occuper, d'être détachés et de quitter momentanément l'armée et le ministère de la Défense nationale, tout en gardant leur statut, leurs droits et leur spécificité de militaire, pour diriger ou la gérer des institutions publiques et civiles. On a analysé dans une première émission ce qui a été dit dans ce décret, et on s'est posé des questions sur son bien fondé, son efficacité, et même voir sa légitimité, parce que en quoi des militaires devraient être nécessairement quitter leurs fonctions pour occuper des fonctions civiles. En quoi c'est nécessaire et quelle est la valeur ajoutée pour l'État algérien et est-ce qu'on peut moderniser réellement notre pays comme ça? Justement, dans ce décret, il y a des dispositions, des dispositifs qui nous inquiètent. Il y a des messieurs qui nous inquiètent. Et on se pose des questions. Est-ce que cela permet réellement à une administration civile publique d'être mieux gérée, mieux dirigée grâce à des militaires? Parce que c'est un vieux débat en Algérie, pourquoi on a fait cette émission tout à l'heure, en Algérie, beaucoup croient, à cause d'une certaine propagande, à cause de certains préjugés, ou là, à cause de certaines idées préconçues, oui, les États militaires sont mieux dirigés que les États civils. Or, normalement, il n'y a pas d'État militaire, il n'y a pas d'État civil, il y a un État tout court. Et l'État, il est composé d'institutions militaires, sécuritaires et civiles. Sauf qu'en Algérie, on a un concept الدولة العسكرية وهذه القضية هذه بدات من الحراك depuis 2019 والناس تعيط وتقول دولة مدنية ماشي عسكرية. Mais الدولة هي دولة. L'État est un État. Un État ne peut pas être normalement militaire à 100% comme il ne peut pas être civil à 100%. Un État, c'est une coordination, une harmonie, un rapport harmonieux entre différentes institutions, à la fois civiles et militaires. Mais on va s'attarder un petit peu sur cette problématique, on va essayer de la comprendre. Nous avons les articles dans le nouveau décret présidentiel signé par Tebboune. Nous avons par exemple l'article numéro 13. Il dit que les personnels militaires de carrière et contractuels détachés, ceux qui sont appelés, celles et ceux qui sont appelés à quitter l'armée et le ministère de la Défense nationale pour occuper, l'armée tout court, pour occuper des postes pour les administrations civiles et publiques, demeurent soumis à l'ensemble des obligations statutaires régissant l'état de militaire, notamment celles prévues par l'ordonnance numéro 0602 du 29 Muharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Modifie, compléter, susviser et l'ensemble des autres textes législatifs et réglementaires auxquels ils sont assujettis. C'est-à-dire que même s'ils quittent, même s'ils vont diriger des institutions civiles, ils resteront des militaires. Ils seront soumis à la loi militaire. Il a quitté l'armée. Selon ce même décret, il peut diriger ou la gérer ou la travailler pour l'administration publique civile pendant 3 ans, renouvelable au cas où, selon l'accord du ministère de la Défense nationale. Mais il doit se soumettre à la loi militaire. Or, la loi militaire, c'est pas elle qui va régir ou la réglementer ou la faire fonctionner une institution civile. C'est pas les mêmes règles. Les militaires, par exemple, ont certaines règles qui sont applicables uniquement au sein de l'armée, le devoir de réserve, etc. Or, quand on dirige une institution civile, ce n'est pas du tout les mêmes règles. Il faut une certaine proximité avec la population, une certaine ouverture d'esprit, une certaine manière de gérer, il faut faire preuve de souplesse. C'est pas du tout les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes règles. Or, il y a des décrets qui non, ils sont soumis toujours à la loi militaire. Donc, comment on peut travailler dans un cadre civil et public, tout en ayant l'obligation de respecter scrupuleusement les lois militaires? Il y a une contradiction. Comment il peut manager? Alors, Inch'Allah, on met de la Caisse nationale des retraites, met un général-major, mais il reste militaire. Mais les militaires, comment il peut faire des conférences de presse, comment il peut partir à l'étranger, comment il peut bouger, comment il peut faire des expertises, dans toutes ses activités, il doit se rappeler qu'il a des obligations de militaire. C'est pas les obligations de la loi civile qu'il doit respecter. D'ailleurs, regardez l'article 14,
L'article 15, par exemple, les militaires, les personnels militaires de carrière et contractuels détachés demeurent soumis au régime social du ministère de la Défense nationale et bénéficient des soins médicaux et des prestations sociales prodiguées respectivement par les structures de santé et relevant du ministère de la Défense nationale. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour l'administration civile et publique, mais il est soigné par l'armée. Mais c'est un problème. Les déplacements à l'extérieur, l'article 16. Le déplacement à l'extérieur du territoire national des personnels militaires de carrière et contractuels détachés est soumis à des autorisations de sortie préalables du ministère de la Défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la Défense nationale. C'est-à-dire pour qu'un manager, c'est un général par exemple, est appelé a été désigné à la tête d'une administration civile et publique, il ne peut pas voyager à l'étranger s'il n'a pas l'autorisation du ministère de la Défense nationale. La tutelle, la tutelle TAE, c'est le ministère de la Défense nationale. Alors que les administrations civiles et publiques, ils ont d'autres tutelles. L'éducation, c'est le ministère de l'Éducation, la santé, c'est le ministère de la Santé, les collectivités locales, c'est le ministère de l'Intérieur, la justice des tribunaux, etc., c'est la justice. Non, mais les militaires aidés détachés, les responsables militaires des administrations civiles et publiques obéissent toujours au ministère de la Défense nationale. Ils ne pourront pas voyager à l'étranger comme ils veulent. À l'époque, comme l'Algérie, elle est membre de la Ligue arabe. Au sein de la Ligue arabe, il y a pas mal d'organismes socio-économiques qui regroupent des institutions publiques. Souvent, au Maroc par exemple, il y a des réunions organisées dans le cadre des activités de ces organismes rattachés à la Ligue arabe. Comme, imaginons, le responsable d'une administration publique, d'une institution publique civile est un militaire. Il y a une réunion internationale à laquelle il doit participer et dans le cadre de la Ligue arabe, de la coopération entre les pays arabes. Et elle est organisée au Maroc. Parce que nous avons un problème politique direct avec le Maroc. On voit mal comment un militaire, comment l'armée algérienne, comment le ministère de la Défense nationale va accepter ou va autoriser un militaire à partir au Maroc. Donc il ne pourra pas participer à ces réunions. Donc il ne pourra pas défendre les intérêts de l'Algérie pour négocier des conventions, ou là des accords, ou là pour quelques accords internationaux, ou là quelques accords inter-arabes. On ne pourra pas défendre nos intérêts comme il se doit. Parce que sa liberté de mouvement sera restreinte. Sa liberté de parole sera restreinte. Le déplacement à l'étranger. Le même article 16 dit que le déplacement à l'intérieur du territoire national des personnels militaires de carrière et contractuels, les détachés, sont régis par les procédures en vigueur au sein de l'administration civile publique. C'est-à-dire l'administration civile pour laquelle il va travailler, qui va diriger, il peut se déplacer à l'intérieur du pays, il ne peut rendre compte il ne va rendre des comptes qu'à cette administration, mais s'il veut partir à l'étranger, il doit rendre des comptes au ministère de la Défense nationale. Il y a une contradiction. Il y a le gestionnaire, le général, le manager, le militaire qu'on va placer à la tête d'un état civil. Il a deux tutelles, le ministère de la Défense nationale ou quelquefois l'administration qu'il dirige. C'est contradictoire, il y a un choc des prérogatives. C'est inapplicable. C'est inapplicable. Donc, par exemple, si on veut sanctionner ce manager militaire, on lui a confié une mission pendant 3 ans à la tête pour diriger par exemple une administration civile ou la publique. S'il commet des erreurs, je crois que l'article 17, tout manquement aux règles de discipline et aux obligations professionnelles commis par les personnels militaires de carrière et contractuels détachés fait l'objet d'un rapport circonstancié adressé par l'autorité responsable de l'administration civile publique d'accueil au ministère de la Défense nationale. L'administration qui lui confie une mission, elle ne peut pas le sanctionner. Elle ne peut faire qu'un rapport au ministère de la Défense nationale pour saisir le ministère de la Défense nationale. Ensuite, c'est à lui de décider de le sanctionner. Sauf que le ministère de la Défense nationale, il ne peut pas avoir une connaissance pointue, ou là, il ne peut pas prendre conscience des enjeux de certaines situations qui ne relèvent pas de son autorité, de sa spécialité. Donc, je donne un hôpital à un militaire. Où le militaire, dès qu'il a fait des conneries, le ministère de la Santé doit adresser un rapport au ministère de la Défense nationale. Mais où est le ministère de la Défense nationale? Comment il va le sanctionner? Parce que l'hôpital civil il obéit à des obligations et à des objectifs que le ministère de la Défense nationale ne peut pas comprendre parce que ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc, le militaire, il garde le statut militaire, il obéit à la loi militaire, il est jugé uniquement par le ministère de la Défense nationale. Pour voyager à l'étranger, il faut que seulement le ministère de la Défense nationale lui donne des autorisations, et il est sanctionné ou jugé par le ministère de la Défense nationale. Et maintenant, pourquoi le remettre dans le civil? Il faut qu'il reste dans le militaire, il faut qu'il continue sa carrière au sein de l'armée. C'est-à-dire, nous sommes dans une militarisation réelle de la gestion des administrations publiques algériennes. Et c'est mauvais. Même la rémunération. Regardez l'article 18. Ou je crois que l'article 18.
de ce nouveau décret. Les personnels militaires de carrière et contractuels détachés sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la Défense nationale. Ils sont payés à l'hsab les exigences et les normes du ministère de la Défense nationale. Sauf que les salaires de l'armée sont différents des salaires de l'administration publique. Un lecteur d'université et un général ne sont pas payés de la même manière, mais si on nomme un général comme responsable d'une université, il faut qu'il soit payé selon la nomenclature et les critères de l'armée. Mais là, ça va créer un problème. Et donc, les gestionnaires du civil, ils disent un militaire, vous appliquez la loi militaire, vous appliquez les salaires des militaires, on crée une discrimination. Dans ce cas-là, s'il doit être payé comme à l'armée, il n'a qu'à rester à l'armée. On ne peut pas appliquer la même grille des salaires parce que c'est pas le même travail, c'est pas la même charge, c'est pas les mêmes caractéristiques, c'est pas les mêmes rendements, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même, c'est pas le même mode de vie. Mais c'est inapplicable. C'est que l'armée va prêter. Donc ce décret, je rappelle les références de ce décret qui pour moi je troublant parce que je ne vois pas comment il peut être appliqué, il est inefficace. C'est le décret présidentiel numéro 24-18 du 27 juin 2024, signé par Abdelmajid Tebboune. Donc l'armée prête ses généraux et ses officiers pour diriger des administrations publiques civiles, mais à condition qu'elle les contrôle totalement, qu'elle les paye comme elle veut, qu'elle les contrôle leurs mouvements, leurs déplacements à l'étranger. Personne ne peut les sanctionner, personne ne peut les juger, mais ça part du ministère de la Défense nationale. Donc, c'est quoi? C'est une emprise que le ministère de la Défense nationale va exercer sur les administrations publiques et civiles. Et cette emprise n'est pas bonne. On va l'expliquer pourquoi. Donc, je vois un autre article, par exemple. L'article 21. Le personnel militaire de carrière et contractuel détaché peuvent bénéficier de formations de courte durée à la charge du ministère de la Défense nationale, après accord de l'autorité responsable de l'administration civile publique d'accueil. L'administration civile publique qui les accueille, qui leur donne du travail, si elle veut les former, il faut que l'argent de cette formation soit pris en charge par le ministère de la Défense nationale. L'armée, elle a déjà ses charges. Elle a déjà ses besoins. Elle a déjà énormément de dépenses pour l'achat des militaires, l'achat des équipements militaires, pour faire fonctionner nos casernes, pour couvrir les besoins des unités de combat. Nous avons quand même, mine de rien, on n'a pas des chiffres plus ou moins précis, mais une armée de plus de 500 000 bonhommes, avec les personnes qu'on peut mobiliser, les services militaires, les appeler, les conscrits, les engager. Comme mon armée pourrait donc être appelée à continuer à dépenser de l'argent pour former des militaires qui vont travailler pour des administrations publiques et civiles. Quel est le problème, mais quel est le problème? Il y a un problème sérieux. L'évaluation, par exemple, l'article 23 de ce décret. Les personnels militaires de carrière et contractuels détachés sont évalués régulièrement par l'autorité responsable de l'administration civile publique d'accueil à travers un rapport ou un bulletin d'évaluation annuel adressé au ministère de la Défense nationale. Il travaille pour une administration civile, mais il est évalué selon un rapport qui doit être adressé au ministère de la Défense nationale. Il ne travaille plus pour le ministère de la Défense nationale. Donc, c'est pas lui qui peut l'évaluer. Le militaire qui travaille pour l'administration publique et civile. C'est cette administration publique et civile qui doit l'évaluer, évaluer son bilan. Pourquoi impliquer le ministère de la Défense nationale dans sa formation, dans son évaluation, dans ses sanctions disciplinaires qui doivent être appliquées en cas de dérive, en cas d'erreur? En fait, on est en train de placer les administrations publiques et civiles sous la coupe du ministère de la Défense nationale. C'est le ministère de la Défense nationale qui va être le premier responsable de ces administrations publiques et civiles quand elles seront dirigées par un militaire. Puisque l'évaluation, les formations à l'étranger, les déplacements à l'étranger, comment dirais-je, les sanctions disciplinaires, tout pratiquement, et la loi militaire qui va primer sur la loi civile, sur les lois civiles. C'est une militarisation des administrations publiques et civiles. Maintenant, le timing de cette décision est un peu aussi intriguant. Le 27 juin, on est à 2 mois de l'élection présidentielle anticipée. Est-ce que c'est pas un cadeau que Tebboune fait à l'armée? En leur disant, c'est bon, vous allez garder vos privilèges, vos salaires, et vous pouvez travailler aussi
pour diriger des administrations publiques et civiles. C'est un beau cadeau pour les militaires. Est-ce que Tebboune avait besoin de faire ce cadeau pour faire passer son deuxième mandat? Est-ce que ça entre dans le cadre des mesures de séduction que Abdelmajid Tebboune veut adopter ou a adopté pour appuyer ou pour solidifier l'appui dont il doit bénéficier de la part de l'état-major de l'armée pour réussir et entamer son deuxième mandat présidentiel? Les questions sont légitimes. En tout cas, ça c'est un cadeau pour les militaires. C'est clair, net et précis, c'est un cadeau. Ils gardent leur salaire, ils gardent leur spécificité, leurs privilèges, leur statut, leurs avantages. Ils sont toujours sous le code de la loi militaire, mais ils peuvent avoir des formations payées par le ministère de la Défense nationale, et ensuite ils pourront aller dans le civil et être payés pour diriger des administrations civiles et publiques et vivre selon le rythme de vie de la vie civile qui est quand même beaucoup moins contraignante et beaucoup moins restrictive que le rythme de vie lorsqu'on travaille pour l'armée. Il y a des congés dans le civil qu'il n'y a pas dans le sein de l'armée. Il y a des avantages il y a des avantages sociaux qu'on retrouve au sein des administrations publiques et civiles qui ne sont pas au sein de l'armée et vice versa. Donc c'est une militarisation, c'est une militarisation des administrations publiques et civiles. Est-ce que c'est une bonne chose? Maintenant, revenons au débat. Les collègues, l'État militaire fonctionne beaucoup mieux que l'État civil. C'est pas le cas. On a eu des cas concrets. Par exemple, le cas de la DGSN en Algérie. La DGSN en Algérie, rappelez-vous, de 2010 à 2018, elle a été dirigée par un militaire, le roi général Abdelghani Hamel, qui est un ancien de la gendarmerie nationale. Elle a travaillé au chef d'état-major du 6e commandement régional de la gendarmerie nationale, Fitaman al-Assad. Il a travaillé à Erdaya. Il a fait 37 ans de carrière dans l'armée, notamment dans le corps de la gendarmerie. C'est un ancien gendarme. Il a été à la tête du groupement, par exemple, des gardes frontières dans la gendarmerie algérienne. Clac, le place de la police. Il y a eu des efforts au sein de la police. Effectivement, la police algérienne, sous l'époque de Hamel, elles étaient beaucoup mieux gérées que, par exemple, à l'époque de Farid Benchir de 2021-2023. Mais il y a eu des scandales de corruption. Abdelghani Hamel, il s'est beaucoup enrichi. Il y a eu des dérives. Et est-ce que la police algérienne n'a pas été plus efficace et plus professionnelle uniquement grâce à Hamel? Parce qu'Abdelaziz Bouteflika, le régime Bouteflika, a accordé des investissements importants. Ils ont recruté, on a doublé les effectifs, on recrutait chaque année entre 5 000 et 10 000 policiers, les augmentations de salaire, les équipements, le budget de la police algérienne, le budget de fonctionnement général. Là, à l'époque de Bouteflika, rappelez-vous, la police algérienne commençait à avoir des véhicules Mercedes, Veto. C'est rare dans les pays africains et des pays du sud de la planète où il y a des polices, une police nationale utilise des Mercedes, des Volkswagen, des moyens très importants ont été mis à la disposition de l'Hamel. Donc c'est un investissement de la part de l'État. Ça n'a pas marché, ça n'a pas mieux marché à la tête de la DGSN parce que c'est un militaire. Et c'est un cas. Et ça n'a pas empêché les scandales de corruption plus tard. Même Idel Hamel, son bilan est nettement meilleur que le bilan de pas mal d'anciens, ou d'actuels d'anciens, ou de ceux qui ont précédé, ou de ceux qui l'ont précédé à la tête de la police. Mais ceci dit, la qualité de le fait qu'on soit militaire, on n'a aucune garantie de bonne gestion, de bonne gouvernance, d'efficacité. Et n'oubliez pas que les services publics ou les administrations publiques ne sont pas des entreprises, certes, c'est pas Algérie son attaque, mais ils ont des budgets, il faut satisfaire le citoyen, il faut veiller sur son bien-être, prendre en charge ses doléances. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension aussi économique liée au bon usage de l'argent, à sa bonne gestion, pour satisfaire des citoyens. Or, le militaire n'est pas là pour satisfaire les soldats. Au contraire, le militaire, toute sa vie, il dirige, il fait sa carrière en dirigeant, en faisant en sorte que les militaires, ses soldats, les troupes qui sont à son service, soient disciplinés, appliquent les ordres pour protéger la sécurité nationale. Et on n'est pas dans la recherche du bien-être, l'épanouissement du citoyen, la prise en charge de ses doléances, l'amélioration de son niveau de vie, de son cadre de vie. C'est deux mentalités complètement différentes, deux missions complètement différentes. Donc, le décret, il militarise le fonctionnement de l'État algérien, avec le risque de créer des discriminations, des injustices, et le risque d'aggraver le mauvais fonctionnement du pays. Parce que le fonctionnement de l'armée et des institutions publiques et des services publics civils, ou des institutions publiques et civiles, est totalement différent, et c'est d'autres objectifs et notre mission. Maintenant, si on veut prendre les États, si on veut militariser l'ensemble de l'État algérien, les États qui sont dirigés par des militaires à travers le monde, le Soudan, le Tchad, l'Égypte de Sisi,
les pays voisins du Niger, la Birmanie, la Corée du... Mais ce pas des pays qui sont exemplaires. Ce ne sont pas des pays vraiment développés, prospères, avec une croissance économique, avec un développement humain élevé, avec des progrès technologiques et scientifiques. Pas du tout. Généralement, malheureusement, l'histoire nous apprend que là où les régimes militaires s'emparent du pouvoir, ça donne lieu à de la répression, des catastrophes et à du sous-développement. Donc je ne comprends pas la nécessité. Les militaires, on les respecte, et je pense qu'ils ont suffisamment à faire au sein de l'armée et qu'ils ont suffisamment de travail et d'activités et de problèmes à gérer. Maintenant qu'un militaire quitte l'armée, ou là il prend sa retraite, il veut aller vers le civil, c'est son droit. Là, il faut des évaluations, des mécanismes d'évaluation de ses compétences pour savoir s'il peut vraiment se reconvertir ou transformer sa carrière, ou faire un changement de carrière. Mais là, on parle de militaire en fonction. Tu prends un général, de l'armée, ou tu mets de l'administration publique et civile, et tu appliques sur lui la loi militaire. Il est payé selon, il garde son salaire, il garde les mêmes salaires que l'armée, les mêmes privilèges et les mêmes droits que l'armée. Il doit rendre compte à l'armée, et c'est l'armée qui doit l'évaluer. On ne peut pas le juger, on ne peut pas le sanctionner. Je ne vois pas comment on pourrait réellement améliorer le fonctionnement de nos institutions publiques et civiles. C'est pas possible. Ce n'est pas paisible. La militarisation ne signifie pas le développement. Elle peut être un facteur d'aggravation du sous-développement du pays. Si on veut améliorer la gestion, le fonctionnement, la bonne gouvernance dans notre pays, il faut avoir des managers civils, formés dans des bons cursus de formation, régulièrement des cursus à l'étranger. Il faut que ce soit des technocrates, pas des militaires, des technocrates qui ont des compétences techniques pour gérer l'éducation, la santé, le secteur communal, la justice, l'enseignement supérieur, la gestion des collectivités locales. Et donc, est-ce qu'un général peut être un wali? Diriger une wilaya de plusieurs centaines de milliers d'habitants et diriger une caserne de quelques centaines de soldats, c'est des choses complètement différentes. Est-ce qu'un général peut être forcément directeur de wilaya? Dans l'urbanisme, dans le tourisme, dans l'industrie. Et l'armée, il n'y a pas d'obligation de rentabilité, il y a une obligation de discipline, de rigueur, de protection du territoire national. Mais dans le civil, c'est autre chose. Moi, je pense que ce nouveau décret n'est pas une bonne idée. Je le dis respectueusement, sans vouloir blesser quiconque. Encore une fois, on parle pour l'intérêt général de notre pays. Il aurait été utile que les personnels des administrations publiques soient mieux formés, mieux sélectionnés, et qu'on forme des véritables technocrates, et qu'on arrête de croire que la militarisation que la discipline militaire, c'est elle la solution. L'Algérie ne manque pas de discipline. L'Algérie manque de compétences, de bonne organisation et de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est pas forcément la discipline militaire. La bonne gouvernance, c'est l'efficacité, la réactivité, la bonne gestion de l'argent public, l'affectation de l'argent aux bons investissements nécessaires. C'est des notions complètement différentes. ما نخلطوش شعبان مع رمضان.